L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Si on parlait, une émission qui est sortie de son studio habituel pour s'installer dans un événement dont on va vous parler tout au long de cette émission. On a pris l'air de la montagne, le grand air même de la montagne, à l'occasion du Mountain Planet, ce salon qui réunit tous les 2 ans à Grenoble les acteurs de l'aménagement en montagne. On vient du monde entier pour présenter son savoir-faire et échanger. Un rendez-vous important pour nos stations, nos massifs. Et Télé Grenoble a donc profité de cet événement international pour déplacer son studio ici à Alpexpo, au cœur de ce salon où se prépare la montagne de demain. On va donc parler de cette thématique avec nos invités. Laurent Foissac, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement du service OnPiste, qui est une plateforme numérique développée par le groupe Rossignol, qui s'adresse à tous les pratiquants de sport de montagne. En face de vous, Eric Attès. Bonjour Eric. Bonsoir. Alors Eric est venu en repérage. Il est organisateur du salon de l'escalade qui va se dérouler pour la première fois à Grenoble, ici même à Alpexpo, à l'automne prochain. On en parlera au cours de cette émission. Thibaut Catelin, président de la section Isère de la FFCAM, le club alpin français. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Bienvenue. C'est l'escalade qui vous fait rire comme ça? Non du tout. Bon, avec vous, on va parler de différents sujets qui vous concernent. Et puis Pierre-Loïc Chambon, dernier invité de cette émission. Bonjour Pierre-Loïc. Bonjour Thibaut. Le directeur de la mission montagne de la ville de Grenoble, qui organise les rencontres ciné-montagne, qui il y a quelques années avaient lieu pas très loin de ce studio, à côté d'Alpexpo, au Summum, avant d'intégrer le Palais des Sports. On est au cœur du Mountain Planet. Pierre-Loïc, je parle d'aménagement de la montagne au sens large. Il y a de nombreux professionnels qui sont ici. On va démarrer cette émission en parlant d'un aménagement de la montagne un peu particulier. Notre montagne, on va dire, quand on est grenoblois, c'est la Bastille, avec une opération bivouac qui va être proposée par la ville de Grenoble tout au long de l'été. Oui, effectivement. Alors, c'est un aménagement, on va dire, sobre et léger qui va être proposé à la Bastille. C'est dans le cadre de l'année Grenoble, capitale verte de l'Europe 2022. Effectivement, comme vous le savez, la ville de Grenoble, depuis 2003 maintenant, développe le programme Jeunes et familles en montagne, avec la volonté de pouvoir permettre à tous les Grenoblois, petits et grands, issus de tous les quartiers, de découvrir la montagne. En fait, on ne le sait pas toujours, mais il y a toute une partie des personnes qui habitent Grenoble qui ne connaissent pas la montagne, qui n'y vont pas. Et on leur propose, grâce au programme Jeunes en montagne, de découvrir les activités. Puis là, on a voulu pousser un petit cran de plus dans un lieu qui est comme ça, un intermédiaire, une passerelle entre la ville et la montagne, qui est la Bastille, effectivement, auquel les Grenoblois sont très attachés. Et là-haut, grâce à un partenariat avec l'école d'architecture, mais aussi avec la FFCAM, dont le président est juste à côté de moi, et ben, du coup, on va proposer du 2 mai au 2 octobre une aire de bivouac. Alors, cette aire de bivouac, c'est quoi? Il y a 6 cabanes, 6 emplacements pour tentes. On pourra accueillir une trentaine de personnes. Et ça permet comme ça à des gens de découvrir une nuit en montagne dans un endroit un peu rassurant, pas trop loin de la ville non plus, pour un public qui est plutôt inquiet, on va dire un peu novice par rapport à la montagne. Puis on pourra aussi avoir des curieux qui viennent. Et c'était important pour nous. Là, on a déjà 45 groupes qui ont réservé, des centres de loisirs, des maisons des habitants, des associations de migrants. Voilà, tout un public qui partirait pas comme ça pour une nuit en montagne et ne s'aventurerait pas. Et là, grâce à cette aire de bivouac, à ces cabanes et au gardien de refuge qui sera présent, on peut les accueillir dans de bonnes conditions. Alors ces cabanes, elles ont été, vous le disiez, conçues par des étudiants grenoblois, des étudiants en école d'architecture, donc conçues spécialement pour l'occasion. Il y avait des critères particuliers à respecter ou vous leur avez laissé libre cours? Alors l'idée, c'était que ça s'intègre au paysage. Alors il y avait plus des critères pratiques. Il fallait qu'on puisse les monter dans des petits camions. Pour ceux qui connaissent la route de la Bastille, elle n'est pas très large et les épingles sont très étroites. Donc les étudiants ont construit des cabanes en kit
Donc l'intérieur est en bois, l'extérieur est en tôle, comme dans les refuges, on trouve du bois et de la tôle. Et l'enjeu aussi pour nous, l'autre demande qu'on leur a faite, c'est que quand le bivouac est fini le 2 octobre, on démonte tout et c'est comme si on n'avait rien mis à cet endroit-là. Donc c'était très important qu'on soit quelque chose qui soit éphémère et qui, quand on repart, on laisse l'espace comme on l'a trouvé. Alors effectivement, c'est des étudiants de l'école d'architecture, donc on le voit là sur ces images dans leur atelier à Grenoble. Ils lui ont quand même donné leur ont donné un peu de style, une petite patte à ces cabanes de bivouac. Ah oui, effectivement, elles sont très originales. En montagne, c'est un bout de tôle et puis basta. Alors là, c'est des étudiants, donc ils sont très créatifs. On a une cabane qui ressemble à une grotte en 3D avec du bois. On a une autre qui ressemble à une tente en métal avec des trous dans le métal, mais ils ont mis du plexiglas, que sinon il allait pleuvoir à l'intérieur. Voilà, on le voit sur les images qui sont là. Voilà, chacune a son concept, chacune a son idée. Et ce qui était super intéressant pour les étudiants, c'est qu'ils passent de l'idée à la fabrication et c'est eux qui l'ont mis sur place. Et d'ailleurs, ils vont tous y dormir juste avant l'ouverture, le 30 au soir, pour vivre ensemble le résultat de leur travail. Thibaut, c'est le boulot des clubs alpins de gérer des refuges. Alors des refuges normalement en montagne ou en haute montagne. Là, on est à même pas 500 mètres d'altitude sur le glacis de la Bastille. Comment vous avez appréhendé, vous, ce projet de refuge un peu urbain ? Eh ben, je pense comment on l'a appréhendé, on s'est posé la question avec Pierre-Loïc de est-ce que nous on pouvait calquer nos compétences en gestion de refuge en montagne, en haute montagne, à ce lieu qui est particulier, effectivement, qui est très proche de la ville, à la différence des refuges qu'on a en haute montagne. Et nous, on a été gestionnaire longtemps. En fait, il n'y a pas que des refuges qui sont à la FFCAM dans les montagnes des Alpes. Nous, on en a 7. On en a eu longtemps 7 en gestion dans la région Écrin-Belledonne, principalement. Et en fait, on n'a jamais été propriétaire, enfin en tout cas l'antenne de l'Isère n'a jamais été propriétaire de ces bâtiments. Par contre, on a été gestionnaire, donc gérer les gardiens, gérer la relation avec les gardiens, gérer les bâtiments en tant que tels de manière régulière. Est-ce qu'il y a des problèmes d'internet, de lit, voilà, toute la gestion qu'on appelle courante. Et donc là, on a un peu calqué toutes ces compétences qu'on a acquises au fil du temps sur ce lieu. Ok, on va recruter un gardien, on va réfléchir à l'animation que peut proposer le gardien, et puis voilà, éventuellement ce qu'il peut proposer durant les nuits en fait, voilà, pour atteindre le but. Un gardien de refuge, il fait à manger également en général à ses hôtes en montagne. En tout cas, est-ce que ce sera le cas aussi sur ce bivouac de la Bastille ? Alors non, a priori, il ne va pas faire à manger. Il va avoir recours à des traiteurs pour permettre quand même qu'il y ait des demi-pensions. Le but étant, je vais laisser Pierre-Loïc renchérir, le but étant que vraiment les usagers qui vont pouvoir aller passer une nuit dans ces bivouacs découvrent les codes nous on va appliquer en montagne et que ça serve un peu de formation ok, on va en haute montagne, on va trouver un refuge, comment ça se passe. Voilà. Oui, c'était important pour nous la dimension éducative de ce bivouac. En fait, avec les canicules, avec le Covid, on a vu pas mal de personnes partir en montagne pour bivouaquer, mais qui n'avaient pas forcément la culture ou l'habitude de le faire. Et du coup, on a des messages à faire passer, des bonnes pratiques. Voilà, on repart avec ses poubelles, donc ça sera la même chose dans ce refuge-là. Il n'y a pas d'électricité, on ne sera que à la frontale sur l'aire de bivouac. Il y a un seul point d'eau, donc ça sera assez rustique, mais vraiment pour préparer les gens à ça. On a quand même mis de la demi-pension. Elles monteront par les bulles, les demi-pensions. C'est peut-être plus pratique que par hélico ou à dos de mulet pour certains refuges. C'est quoi la capacité d'accueil du site ? On parlait de réservation en haute montagne. Il faut réserver parce que les refuges, ce n'est pas non plus des endroits où on peut dormir à des dizaines et des dizaines de personnes. Ce sera quoi là sur le site ? Donc il y a 30 places. Ce qui est super, c'est qu'on réservera sur la même plateforme de réservation que le promontoire ou n'importe quel autre refuge. Voilà. Alors nous, on a fait tout le volet où tous les groupes issus des quartiers ont déjà pré-réservé les nuits, mais tout à chacun peut venir en se connectant sur le site de la FFCAM et en réservant le bivouac comme il refuserait n'importe quel refuge au sein des Alpes. Oui, moi j'allais rembrayer en disant que la continuité naturelle n'est peut-être pas le promontoire, mais des refuges La marche est peut-être un peu haute. Voilà, en moins haute altitude. Mais voilà. 10 € la nuit, c'est ça le tarif Oui, effectivement, c'est 10 € la nuit. Il y a des tarifs réduits, comme toujours, à la ville de Grenoble. Et la demi-pension, donc petit déjeuner plus repas du soir, est à 22 €.
Voilà, pour la partie restauration, mais elle n'est pas obligatoire. On peut tout à fait venir avec sa popote, il n'y a pas de souci. Oui, comme dans les refuges d'ailleurs de montagne. La FFCAM qui gère de nombreux refuges ici en Isère et en France. On sait aujourd'hui combien à peu près il y a de refuges sur notre territoire isérois? Sur le territoire isérois, je ne saurais pas dire. Je dirais, à la louche, je dirais une cinquantaine. Je ne suis pas sûr de moi. Dans les écrins, il y en a plus de 30 déjà, juste dans les écrins. Et en tout cas, moi, je sais que la FFCAM en a à peu près 150 en France. Voilà, toutes régions confondues. On en voit quelques-uns là sur ces images des refuges isérois. C'est une activité à la mode d'aller passer la nuit en refuge. Avant, c'était réservé, on va dire, aux montagnards qui partaient pour des courses le lendemain. Est-ce que ça s'est démocratisé ces dernières années? Comme disait Pierre-Loïc, et je pense qu'il a entièrement raison, le phénomène Covid a beaucoup aidé à pousser les gens à aller plus dehors, plus en montagne, du coup, parce qu'à côté de la maison, il y a des montagnes et pas des plaines. Et donc, je pense qu'effectivement, oui, ça s'est plus développé. En tout cas, la création des refuges dans la fin des années 1800, il y a eu, c'était principalement pour des alpinistes, pour développer l'alpinisme, parce que c'était tout ça, les courses en montagne qui se développaient. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien les refuges ont évolué en fonction de la fréquentation, et on voit bien que c'est devenu presque des fois des restaurants d'altitude, du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient pour passer un moment au refuge, passer une nuit. Et voilà, c'est vrai que ça, je pense que ça s'est modifié. Ouais. Encore qu'il y a des refuges comme le Promontoire qui restent des refuges d'alpinistes. Voilà. Justement, ce refuge de Promontoire, une petite colle, vous savez quel est le plus haut refuge de l'Isère? C'est vraiment une petite colle parce que je viens de donner la réponse. Mais... L'Isère, moi je sais pas. Si, c'est le refuge du Promontoire. Si, justement, qui est niché au pied de la face sud de la Meije. Le voilà, ce refuge. Alors on le voit pas bien là, mais voilà, il commence à apparaître dans la grisaille. C'est le plus haut de notre département. Il est à plus de 3000 mètres d'altitude. Effectivement, c'est pas le plus accessible, Thibaut. Hein. Non, c'est pas le plus accessible, loin de là. Et puis bon, c'est pas le plus haut des écrins non plus, puisqu'il y a le refuge de l'Aigle qui est dans les Hautes-Alpes. Oui, exactement, qui est dans les Hautes-Alpes. Là, on reste sur notre territoire isérois, on défend notre territoire. Ouais, le Promontoire, c'est presque une petite course de haute montagne pour y arriver. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça dépend vraiment du moment dans la saison et de la saison, parce qu'il y a des années où on y monte à pied sans cramponner, ça m'est arrivé de le faire, et d'autres années où, effectivement, là, on le voyait sur les images, c'est beaucoup plus compliqué d'y monter. Ouais. On parlait de recruter un gardien de refuge pour le bivouac de Grenoble, mais il en faut aussi pour les refuges de montagne et de haute montagne. Il y a des vocations ou c'est compliqué de trouver des gens chaque année? Non, alors moi je dirais que... est-ce qu'il y a des vocations? Oui, je pense qu'il y a des vocations. C'est toujours une vie très particulière. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est une vie très particulière. Et je pense que souvent les gens qui sont des gardiens de refuge, ils passent d'un refuge à un autre quand ils changent d'activité, entre guillemets, ils ne changent pas de métier, quoi. Ils restent gardiens de refuge et ils changent de refuge. En tout cas, nous, c'est ce qui se passe dans les écrins. On voit beaucoup de migration des gardiens. Et effectivement, quand on doit en recruter depuis zéro, c'était le cas de la PRA là, cette année, on a recruté deux gardiens et oui, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Ça demande de rencontrer les gens. C'est vraiment une vie qui est particulière, donc il faut s'assurer qu'ils aillent bien avec le lieu, que ça leur plaise et qui finissent pas en dépression, quoi. Gardien de refuge de la Bastille, ça va être une vie particulière aussi, dans un autre registre, mais c'est une première là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le gardien de refuge de la Bastille, c'est pas un gardien de refuge. Je pense que les gardiens de refuge étaient finalement pas très intéressés par ce lieu, beaucoup trop près de la ville pour des gens qui aiment être loin et haut dans la montagne. Et du coup, c'est un accompagnateur en montagne belge qui connaît très bien le coin parce qu'il accompagne des groupes belges en Vercors et en Chartreuse faire des randonnées. Il fait des animations bivouac. Et je pense que ce qui l'a intéressé dans le projet, c'est la partie éducative. C'est-à-dire, c'est un gardien qui est moins un hôtelier qu'un passeur de messages, un passeur de bonnes pratiques. Et puis, il va pouvoir parler de la faune qu'on trouve à la Bastille, du ciel étoilé, voilà, de plein de choses. Et je pense que cette dimension-là, animation, l'intéressait beaucoup. C'est jusqu'au 2 octobre l'opération bivouac à la Bastille. Vous avez dit qu'ensuite les cabanes seraient démontées, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir ces cabanes en bois? On ne sait pas encore. Ce qui est pratique, c'est qu'elles sont démontables et remontables. Donc on va voir. Il faut peut-être qu'on discute aussi avec les parcs autour de Grenoble qui peuvent être intéressés par ce projet. Nous, l'enjeu, c'est d'en faire une expérimentation et un démonstrateur. Et puis que peut-être qu'il y ait d'autres territoires de montagne qui se disent que d'avoir des lieux aménagés comme ça peut être intéressant pour du public qui se lance dans le bivouac et que le bivouac en pleine nature sauvage peut un peu effrayer.
Voilà, c'est un bivouac effectivement plus confortable, plus adapté, qu'on va pouvoir découvrir donc sur les hauteurs de Grenoble. Thibaut, vous avez une autre actualité liée à la montagne également et à une situation géopolitique qu'on connaît là depuis quelques semaines, la guerre en Ukraine. Ça vous a donné envie de vous lancer dans un défi? Oui, enfin donner envie, je ne sais pas, mais en tout cas, donc le défi auquel on va discuter, en fait, vient vraiment du questionnement, je ne sais pas si c'est une envie, mais en tout cas, c'est un questionnement de comment, de manière citoyenne, comme un citoyen lambda, un usager de la montagne, un pratiquant des sports de montagne, comment on pouvait aider à notre niveau, sans compétences humanitaires, sans compétences dans l'accueil des réfugiés, comment voilà, on pouvait faire quelque chose. Et du coup, je me suis posé ces questions-là. Et comment, du coup, forcément, cette question m'a amené à me demander comment lier mes activités de montagnard, donc la montagne, dans laquelle on véhicule des valeurs comme la solidarité, l'entraide, l'humanité, la paix un petit peu aussi. Comment ce lieu-là pourrait être corrélé à une cause humanitaire et servir. Voilà. Et du coup, j'ai pensé au Téléthon, qui existe depuis 1986 en France et qui permet, grâce à une course à pied, quand même rien à voir avec des maladies comme les myopathies, à soulever beaucoup de fonds et à aider très concrètement la recherche pour des maladies comme la myopathie. Et donc moi j'ai pensé à ça et je me suis imaginé un téléthon version montagne où le but c'est très concret, c'est tout le monde peut participer, on met autant qu'on veut et ça va aider des associations humanitaires qui œuvrent là-bas en Ukraine, qui font de l'humain. Et moi je pense qu'il y a un vrai lien, au passage on fait de l'information, de l'expression, on exprime quelque chose, on fait de l'humain. Il y a un vrai lien je pense entre la montagne et la solidarité. Alors vous allez faire ça dans le massif des Écrins dont on parlait tout à l'heure. L'objectif c'est de gravir le plus grand nombre de 3000 pendant un mois à peu près. Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment de calquer sur le Téléthon. C'est 28 heures et c'est une course diffusée en direct jusqu'à ce que les coureurs en puissent plus. C'était un peu cette idée-là, c'était de faire le plus possible de sommets dans les écrins, de plus de 3000 mètres d'altitude. Pour me donner des contraintes, ça aurait pu être 2000, ça aurait pu être 4000. 4000, il y en a 2, donc c'est un peu compliqué. Ça aurait été vite fait. Ouais, ça aurait été vite fait. Voilà, donc oui, et à chaque sommet, moi je propose qu'on crédite, c'est un peu comme si à chaque fois que vous faites un tour de terrain, on crédite 1 euro dans une cagnotte, et ben là c'est un peu le même principe sur chaque sommet, et à ça on peut rajouter une symbolique, parce que moi je voudrais monter le drapeau de l'Ukraine au sommet de chaque sommet, pour montrer c'est un geste vraiment de paix pour ce pays-là. Il y en a 56, c'est ça, des sommets de plus de 3000 mètres dans le massif des Écrins? Oh non, il y en a bien plus que ça. Ouais, ouais. Vous avez fixé un objectif à 56. Ouais, non, en fait, c'est même. En fait, moi, quand j'ai tapé sur Wikipédia sommet de plus de 3000 mètres, je suis tombé sur 56 sommets. Et en fait, je me suis, en regardant sur la map en 3D, en cherchant plus précisément un itinéraire à peu près logique, alors je dis bien. Ça dépendra du terrain, de la météo, des compagnons de cordée, ça dépendra de plein de choses. Mais en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y en a effectivement bien plus que 56. Et c'est difficile de les compter en fait. Bon, 56, c'est déjà pas mal à enchaîner en un mois. Ça demande une petite préparation physique. J'imagine que vous avez travaillé le foncier pendant l'hiver. Ouais, pendant tout l'hiver, moi j'ai fait de la cascade de glace principalement et du ski de randonnée. Donc oui, je pense que je suis un peu en forme. Après, je m'adapterai à la météo et ça, j'ai beau être aussi en forme que je peux. S'il fait mauvais, il fait mauvais quoi. Il y a encore beaucoup de neige en cette période du mois de mai-juin en haute montagne. Est-ce que c'est un avantage pour un défi comme celui-là ? Ça, c'est une bonne question que je ne me suis pas trop posée. Il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment dans les écrins. La neige, par exemple, n'est pas en condition hivernale. Si, elle a été hier, mais c'est vite passé. Donc non, il n'y a pas beaucoup de neige. Après, je ne me suis pas posé la question trop du terrain et de comment ça allait impacter. Je me suis dit que je ferais le maximum et que je m'adapterais. Je pense que j'aurai les skis pas loin et s'il faut, je m'en servirai. Ouais. Bon, les écrins, c'est un des massifs les plus sauvages des Alpes. Vous serez accompagné dans cette aventure ou vous partez en solo dans ces montagnes ? Non, mais du coup, je serai accompagné puisque l'idée, c'est vraiment de la même manière qu'on peut rapprocher ça à un téléthon. Tous les ans, sur le téléthon, il y a des personnalités qui participent pour... il y a le côté communication, le côté puis il y a aussi je pense que c'est principalement le côté communication d'ailleurs, puis que chacun puisse s'exprimer sur le problème aussi. Et moi j'ai proposé à beaucoup de personnalités du monde de la montagne, tous
toutes disciplines confondues, toutes personnalités confondues, des présidents d'associations, de fédérations, des sportifs de haut niveau, des écrivains. Enfin, j'ai proposé à un peu tout le monde de partager des sommets avec moi et je vais essayer de m'adapter. Je pense que ce sera le plus dur. Ce ne sera pas vraiment mon niveau sportif, enfin, mes réserves d'énergie, ni la météo, ni le terrain. Voilà, ce sera surtout ça, d'arriver à permettre à ce que chacun puisse venir à un instant T faire un sommet avec moi. Et voilà. Bon, avec des nuits en refuge à chaque fois, vous avez les clés de tous les refuges de toute façon. Et ben, j'ai prévenu les gardiens de refuge, alors forcément. Ceci étant dit, ils ne sont pas tous gardés à cette période. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Les refuges, ils ouvrent pour la plupart entre, oui c'est ça, le 1er juin et le 10 juin, ouais, en gros. Mais du coup, ils ne seront pas tous gardés, ouais. Vous parliez de la Meige, elle est prévue depuis peut-être le refuge du Promontoire, l'ascension de la Meige. Eh ben, si je peux, alors là, c'est le gros morceau, hein. C'est peut-être un des seuls morceaux que je peux pas faire tout seul. Si jamais je devais être tout seul tout le temps, eh ben, ça serait peut-être le seul que je pourrais pas vraiment faire tout seul. Mais j'aimerais bien l'enchaîner avec le pic de la Grave, le râteau de la Meige et en plus le pic Gaspard. Voilà. Donc non, pas de passage au promontoire si ça se passe comme ça. Bon, vous serez quand même sur les arêtes de la Meige, l'un des sommets mythiques des Alpes, on peut le dire, avec ce doigt de Dieu là, que l'on voit sur ces images. Vous les avez déjà tous grimpés, ces sommets des Écrins, ou vous allez faire des découvertes? Ah non, en fait, je vais quasiment tout découvrir. En fait, j'en connais quasiment aucun. Il n'y a pas eu de repérage, quoi. Ouais, non, pas de repérage. J'ai jamais été trop au repérage et dans les différents projets que je fais. Et là, là, effectivement, je pars, j'en connais quasiment aucun. Ouais, je connais très peu. Je vais pas citer, ça va vous faire peur. Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas dans cette aventure qu'on va pouvoir suivre. Il y a un site internet Summit for Ukraine, le chiffre 4.org qui permet de suivre votre aventure. Voilà, il s'affiche le site et puis de donner aussi à chaque fois que vous réalisez un sommet. Exactement. En fait, du coup, sur le site, il y a une cagnotte qu'on a préparée qui fonctionne par nombre de sommets. Donc, ce qu'on a proposé, c'est, comme on ne sait absolument pas combien je vais réussir à en faire, du coup, on part sur 10 sommets un peu au pifomètre. Et puis après, on réagencera. C'est une sorte d'engagement. Après, on réagencera ça à la fin. Et donc oui, voilà, il y a le site là que vous avez indiqué, Thibaut. Donc, voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est que au-delà du défi sportif, parce qu'il y a un défi sportif qui finalement permet de dédiaboliser un peu la chose, dire voilà, c'est un peu de la même manière que la course à pied pendant le Téléthon, on dédiabolise un peu la maladie. Voilà, là on veut pas, enfin le but du jeu c'est pas qu'on se mette tous à pleurer, voilà, faire quelque chose d'utile avec le sourire et que ça serve, mais qu'il y a vraiment ce côté-là derrière, plus que le défi sportif, c'est que ça serve. Et du coup ça, tous les sous, on va les redonner à des associations humanitaires qui œuvrent sur place, qui sont fatiguées et qui ont besoin d'aide. Et ça, c'est l'aide qu'on peut leur donner. Et du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'occasion d'inviter tous les montagnards, montagnardes qui pratiquent la montagne régulièrement à prouver qu'ils ne font pas que consommer la montagne et qu'ils ressentent aussi toutes ces valeurs-là de solidarité, d'entraide, d'humanité en montagne quand ils pratiquent et de participer. Bon, si vous croisez un drapeau ukrainien sur un sommet des Écrins cet été, c'est que Thibaut Catelin sera passé avant pour l'avoir déposé. Merci pour cette présentation de défi, puis surtout bon courage. Une petite colle, une autre, le point culminant des Écrins. Bon, c'est facile, on en a parlé. Si vous avez écouté. Alors moi je le sais, mais je vais laisser les autres répondre. La barre des Écrins. Ouais. À quelle altitude, Pierre-Loïc? 4080. Non. Un peu plus haut. Oui. 4100. Je crois que c'est encore un tout petit peu plus haut. C'est 4205. Et autre col, puisqu'on parle d'Ukraine, le point culminant de l'Ukraine. Ah, là, il y a moins de candidats. Si Thibaut le là, connaît. je ne l'ai même pas, tu vois. Non, je ne l'ai pas. Bon, moi, j'ai fait pareil. J'ai regardé sur Wikipédia pour avoir le point culminant de l'Ukraine. C'est la montagne qui s'appelle Overla, à 2061 mètres. Voilà. C'est pas très haut, l'Ukraine, finalement. Ils ont des stations de ski, mais je ne sais pas s'ils ont des sites d'escalade, Eric. Ouais. Je crois que si. J'en ai entendu parler, notamment dans des actions humanitaires qui ont été engagées, où j'ai entendu parler notamment d'acteurs ukrainiens et de sites concernés. Mais voilà. Et j'en sais pas plus. Et du coup, moi, j'allais rebondir et j'allais dire que sur le site Summit for Ukraine, et puis un peu de manière générale, on va essayer de partager des illustrations, des dessins, des choses comme ça. Et je pense qu'on sera amené à... en tout cas, en travaillant avec différents réfugiés qui ont été accueillis dans les Alpes, dans nos régions, on sera amené à faire dessiner les montagnes ukrainiennes. Je pense que c'est intéressant. Allez, on va rester d'ailleurs à parler d'escalade, non plus en mode écrin, mais en mode salon.
Alors découverte, c'est pas la découverte de l'escalade, tout le monde connaît quand même cette activité, mais du salon de l'escalade qui sera l'un des prochains temps forts d'Alpexpo, ici même, dans quelques mois. Un salon qui arrive à Grenoble, ce sera la première édition ici en Isère, avec Eric Attès qui est le créateur de ce salon. Comment d'ailleurs vous est venue l'idée de vous lancer dans un salon de l'escalade ? Plusieurs choses. La première, une envie de travailler dans ce monde de la montagne et de l'escalade. Vous êtes grimpeur, j'imagine, à la base ? Je suis grimpeur. En fait, c'est le côté amateur qui m'a amené à cette activité. J'ai aucune légitimité en tant que professionnel de la montagne ou de l'escalade. Et du coup, j'ai cherché une activité, un projet qui me permettait de me rapprocher de ce milieu que j'avais envie de connaître depuis longtemps. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, qu'il y avait, voilà, ça n'existait pas. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et allons-y, j'ai commencé à passer quelques coups de fil, essayer de réunir essayer d'échanger en tout cas avec des acteurs, des personnalités du milieu pour leur demander ce qu'ils en pensaient, etc. Faire une sorte de petite analyse de marché. Et puis, de fil en aiguille, voilà, le projet s'est monté. J'ai créé la société qui donc porte l'événement. Et puis après, voilà, ça a été le jeu du démarchage et de la vente de projets jusqu'à finalement réunir un nombre suffisant d'exposants, sachant que s'il y a une bascule, il y a un seuil à atteindre pour que l'événement puisse effectivement se faire, parce qu'il y a quand même le nerf de la guerre, ça reste quand même le caractère économique de l'événement, même si ça n'est pas réduit qu'à ça. Et du coup, voilà, il fallait un nombre suffisant d'exposants, et on a fait plus de 100 exposants à la première édition. Et on en a eu encore 40% supplémentaires à la deuxième édition. Donc il y a un vrai engouement et il y avait un vrai besoin, je crois, de cet événement. Une bonne idée qui a été mise en place donc à Lyon, puisque les 2 premières éditions ont été créées et organisées à Lyon. Et vous arrivez à Grenoble. C'est quoi la raison? Maintenant que vous avez grandi, vous vous dites, il faut que je m'attaque à la vraie ville des grimpeurs? Peut-être. Alors l'escalade aujourd'hui, elle est partout. Donc choisir un lieu, c'est effectivement peut-être en délaisser d'autres. Il y a plusieurs raisons en fait. Très clairement, l'idée c'est quand même de se rapprocher d'un écosystème de pratiquants et d'acteurs qui clairement autour de Grenoble, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en zoomant sur Grenoble, est très, très présent. Il y a une autre raison également, toute bête, de place. En fait, on a le lieu qu'on avait investi à Lyon. On l'a rempli quasiment à 100% à la dernière édition. Et même si le salon d'escalade n'est pas voué à devenir une énorme machine, si je souhaite qu'il reste à terme à taille humaine, malgré tout, il est quand même amené à grandir. Et donc, au moins, dans ce hall 89 à Alpexpo, on aura la possibilité, à minima, de faire 2 fois la surface du salon existant de Lyon. Donc, ça nous donne de l'air. Et puis, voilà, le fait de se rapprocher de cet écosystème de pratiquantes et de pratiquants et d'acteurs fait sens à mon avis. Voilà. Ouais, là, il y a 700-800 exposants, donc effectivement, il y a encore de la marge pour installer votre salon de l'escalade. Pierre-Loïc, c'est une bonne nouvelle, vous qui organisez de nombreux événements montagne tout au long de l'année, dont les rencontres ciné-montagne, qui est un peu le point d'orgue au mois de novembre. L'arrivée de ce salon, en plus, à peu près dans la même période, ça peut permettre de renforcer l'image montagne de la ville? Oui, effectivement, depuis le début, on est en lien. Et c'est vrai que quand on a su que Eric réfléchissait à cette possibilité-là, nous, on a trouvé ça intéressant. Il était d'ailleurs présent sur les rencontres ciné-montagne l'année dernière. Nous, on est quelques semaines avant, donc on trouve que les rencontres ciné-montagne peuvent être un beau tremplin pour le salon, avec des pratiquants qui trouvent comme ça et des images, et puis du coup un salon avec plein de conférences extrêmement riches, avec des exposants et tout. Donc oui, ça participe complètement à la vie montagne de la ville de Grenoble. Alors, ce sera du 18 au 20 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir dans ce salon, Eric? Alors déjà, effectivement, le salon dure 3 jours. Faut savoir que c'est un salon qui est mixte, c'est-à-dire qu'il est B2B2C. Le premier jour, le vendredi, est réservé, dédié aux rencontres entre professionnels. Et le week-end, samedi, dimanche, pour le coup, c'est ouvert à toutes et à tous avec une quantité importante d'animations, d'activités, de conférences, d'ateliers, de démonstrations, de choses drôles comme un défilé de mode escalade, d'un contest, voilà, des ateliers, enfin beaucoup de choses pour créer de l'émulsion entre les participants, entre les visiteurs. Sur la partie donc grand public, et le vendredi vraiment on est sur une journée qui a été le projet initial en fait était un projet en fin 2018, je remonte, était un projet vraiment de salon grand public. Moi c'est l'idée que j'avais dès le départ, et je me suis vite rendu compte qu'en fait il fallait adjoindre une journée pro
parce que les acteurs du secteur avaient besoin de ce moment professionnel, tout simplement parce qu'il n'existe pas aujourd'hui, même au-delà de la France. Donc cette journée pro, elle a tout son sens pour une partie des acteurs, et ces acteurs pros se retrouvent aussi avec intérêt dans les journées grand public, puisque c'est l'occasion pour eux d'avoir des échanges avec l'utilisateur final, avec les utilisateurs des produits, des services, etc. Bon, l'escalade qui est devenue depuis cet été un sport olympique également, avec quelques Français, même s'ils n'ont pas été médaillés, qui se sont illustrés quand même dans les finales. Il y aura des champions aussi qui viendront sur ce salon? Bien sûr, il y a ce côté people, je dirais, j'ai pas peur de dire le mot parce que je trouve ça intéressant, qui est présent dans le salon, avec des séances de dédicaces et de signatures avec des auteurs et athlètes sur la librairie qui est présente, sur les stands avec les ambassadeurs des marques. Il y a voilà, le plaisir, par exemple cette année, en 2021, on avait Seb Boin qui signait des autographes, qui était hyper accessible. On avait Julia Chanourdi qui était présente. C'était respectivement nos parrains et marraines pour l'édition 2021. Donc Julia qui était présente également avec Seb sur la soirée de projection de films pour un échange questions-réponses avec le public après leur projection. Donc oui, il y a vraiment ce côté rencontre. Et puis il y a tout un tas d'acteurs, je dirais, entre les hyper connus et les inconnus, de personnalités montantes qu'il est intéressant de rencontrer et qui sont en plus relativement accessibles. Donc c'est ça qui est assez sympa dans cette discipline. Bon, un rendez-vous donc pour tous les amateurs de grimpe. Je me tourne vers le président de la FFCAM, parce que l'escalade, ça fait partie de votre activité, même si c'est la FFME qui chapeaute normalement cette discipline. Mais il y a des passerelles entre les deux fédérations. Il y a 114 sites d'escalade référencés, en tout cas en Isère. On estime à peu près à 70 000 pratiquants. C'est une activité qui est en plein développement, l'escalade? Oula, ça c'est difficile de répondre. Je dirais oui, instinctivement je dirais oui, principalement en salle en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même, ça s'est très développé ces dernières années, ces 10 dernières années, l'escalade en salle, c'est devenu presque, je pense que les gens vont plus faire de gym ou de course à pied, mais ils vont faire de l'escalade. Et oui, voilà, désolé. et du coup, j'ai tendance à dire oui. Après, je sais pas, j'arrive pas moi à mesurer la transition vers l'extérieur, vers le rocher, vous parliez de sites d'escalade, j'imagine outdoor. Naturel. J'ai du mal à moi mesurer à quel point ça, effectivement, ça transite. Ouais. Il y en a en tout cas une centaine dans l'agglomération et puis dans les massifs environnants. Là, on voit celui de Saint-Égrève avec un problème de réglementation aussi, de la responsabilité justement sur ces sites qui ne sont pas des salles, mais qui ne sont pas non plus des endroits complètement naturels. Alors, fort heureusement, ce n'est pas nous qui avons dû gérer ça. C'est la FFME, du coup, qui était à la base gestionnaire des sites et non propriétaire. Hein. Donc, il y a des conventions de gestion qui sont arrivées tous à bout, et maintenant on essaye eux essayent en tout cas de se rapprocher d'un modèle tripartite où il y a entre guillemets une entité quelconque, en l'occurrence typiquement chez nous c'est le département de l'Isère qui est capable, qui assume et qui reprend la responsabilité légale des sites d'escalade, et après il y a deux entités, forcément le propriétaire de la falaise, donc soit une commune, soit un propriétaire privé, et puis ce qu'on appelle une autre institution qui fait l'entretien. Et donc ça, c'est toujours la FFME avec un contrat d'objectif avec le département. Et là-dessus, nous, on vient un petit peu en soutien, en support, dans l'idée de... on se délègue, on se répartit un peu les sites dans le département. Et il y a plein d'endroits où nous, on a des clubs FFCAM qui sont très actifs, qui vont être capables de prendre ce côté entretien, et d'autres endroits où c'est pas le cas. Et typiquement, autour du bassin grenoblois, il y a énormément de sites, et là, on est obligé de passer par des professionnels, et la FFME le fait très bien. Et puis il y a des topos pour se renseigner sur tous ces sites accessibles à tout le monde et gratuitement pour le coup. Escalade, mais est-ce qu'il y aura aussi du canyoning, l'alpinisme, la spéléo par exemple? Vous ouvrez à d'autres disciplines le salon, ou ça reste vraiment sur la grimpe pure? Alors en fait, le salon de l'escalade porte ce nom parce que c'est son nom de création, et c'est ce qui parle le plus au plus grand nombre. Après, c'est un salon qui ne souhaite pas adresser tout le monde de la montagne, mais en revanche qui souhaite adresser toutes les verticalités. Donc dans les verticalités, on va retrouver effectivement la spéléo, le canyon. Puis on va retrouver aussi des activités essentielles, peut-être moins connues, ou en tout cas qui ne sont pas dans le loisir, comme sont par exemple les travaux sur corde, qui sont une des disciplines, une des composantes de l'escalade. Voilà. Je rebondis juste très rapidement sur la partie du salon. On parlait à l'instant des sites naturels, l'avenir des sites naturels, la surfréquentation, etc. Tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés
depuis les 2 premières éditions du salon, dont on va encore continuer à parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'acteurs. On donne la parole depuis le départ aux acteurs territoriaux, aux acteurs fédéraux, aux pratiquantes et pratiquants. Et du coup, voilà, le salon de l'escalade, c'est pas juste une grande boîte avec plein de stands, c'est aussi un gros contenu, un gros travail sur les conférences, les ateliers pour sensibiliser sur toutes ces thématiques. Voilà. Ouais, puisqu'on parle d'escalade, il y a 3 livres qui viennent de sortir. Escalade, ça c'est aux éditions Glénat. C'est plutôt un livre pour ceux qui veulent débuter l'initiation ou commencer à progresser. C'est signé Nicolas Glé et Jean-Paul Rousselet. Le mental du grimpeur, parce que c'est pas qu'un sport physique, l'escalade. Ceux qui en font le savent. Quel que soit le niveau, ça se joue aussi beaucoup dans la tête. Il faut des bras, il faut des jambes, mais il faut aussi un gros mental. Et ce livre s'appelle Le mental du grimpeur par Léo Deschambault et Frédéric Vionnet. Et puis c'est aussi une forme d'escalade, la Via Ferrata, nouvelle réédition des Via Ferrata de France aux éditions Glénat. C'est signé notamment Jocelyn Chavy qui a réalisé le film Julia sur Julia Chanourdi qui avait été présenté aux rencontres et au Salon de l'Escalade l'an dernier. Donc voilà, une réédition chez Glénat avec les nouveaux itinéraires remis à jour. Voilà pour être complet sur ce sujet. On va rester dans la pratique outdoor pour finir cette émission avec une innovation qui est présentée ici au Mountain Planet. Innovation numérique avec Laurent Foissac qui est chargé de développement du service On-Piste chez Rossignol. C'est un nouveau service créé depuis quelques années par le fabricant de skis isérois. Le groupe Rossignol n'est pas présent ici au Mountain Planet pour vendre des skis ou des chaussures, mais pour inciter les gens à pratiquer les activités de montagne. Effectivement, oui. Donc c'est la marque On-Piste, On comme On-Off. On-Piste qui regroupe ce qui existait auparavant avec station de trail, la marche nordique, le vélo au sens large avec le VTT, le gravel et la route et les espaces ski de rando. Donc le principe d'On-Piste, c'est effectivement une application, comme tu l'as dit, une application qui permet de se guider. J'ai envie de dire, pas une application de plus, hein, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup, effectivement. Ce sur lequel on veut se différencier, et ça c'est clair et net, c'est qu'on ne veut pousser, on va dire, sur cette application et sur ce site internet aussi, hein, qui porte le même nom, donc onpiste.com, uniquement des parcours officiels. Quand j'entends des parcours officiels, ce sont des parcours que l'on a construits avec des experts locaux, que l'on a construit avec les collectivités elles-mêmes pour gérer les questions de foncier. Il y a bien sûr un but de promotion là-dedans, de promotion des territoires au travers de ces activités, mais il y a aussi une question de préservation de ces lieux. Et on sait que soit on est actif, soit on fait quelque chose et on essaye d'un petit peu de cadrer les flux des pratiquants, soit on ne fait rien et voilà, ce n'est pas le choix que l'on a fait. Bon, c'est les bons spots, on va dire, estampillés par les testeurs de Rossignol. C'est notre slogan, bouger sur les bons spots. Ça s'adresse à quel type de pratiquants On essaye vraiment de balayer justement l'ensemble des pratiquants avec des cotations de difficulté. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le côté officiel des parcours qui sont cotés en difficulté comme on peut retrouver sur le ski avec du vert, du bleu, du rouge, du noir. On essaye en général d'avoir sur toutes les destinations de quoi intéresser un petit peu tout le monde. On se donne un rôle d'initiateur aussi, hein, pour des personnes qui ne sont pas obligatoirement des pratiquants experts, qui ont envie de goûter à cela et qui ont besoin pour cela d'être cadrés, justement, de savoir où ils vont, d'avoir un balisage, d'avoir une application qui permet aussi de ne pas se perdre et de trouver tout ce qui est service autour, hein, puisqu'il y a aussi cette volonté-là de mettre en avant tout ce qui se passe autour de l'hébergement, autour du parcours. Alors vous évoquiez le trail ou les disciplines d'été, ça se décline aussi sur les sports d'hiver, hein, qui est le cœur du métier de Rossignol à la base. Effectivement, paradoxalement, ce n'est pas là-dessus que l'on a le plus de parcours. C'est sur les stations de trail, puisque les stations de trail existent depuis déjà une dizaine d'années. Sur la marque Espace Ski de Rando, c'est un petit peu plus récent. Le principe est un petit peu aussi le même, d'être sur quelque chose d'assez cadré, d'assez sécurisé, avec des remontées bord de piste et des redescentes sur le domaine skiable. Donc voilà, vous devez vous douter à qui on s'adresse. On s'adresse à des personnes qui soit veulent s'initier, soit pratiquent seules, soit veulent vraiment uniquement s'entraîner. Et avant d'aller sur nos beaux sommets des écrins, mais avec un petit DVA parc de conseillers pour pouvoir s'initier aussi aux questions de DVA.
Puis avec des petits défis, c'est assez ludique cette application pour intéresser les pratiquants. C'est gratuit cette appli ? Complètement, ouais. L'application est 100% gratuite. Donc c'est les collectivités qui font cet effort en général d'investir, on va dire, pour proposer aux utilisateurs des lieux de pratique et une application qui soit effectivement 100% gratuite. On a Isère Outdoor qui est développé par le département, qui est un peu dans le même esprit, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. La différence, si on peut en faire une, c'est qu'on est sur une piste, sur une territorialité qui est plus large, puisqu'on a des parcours un petit peu partout sur la France et on en a même à l'international. J'ai eu la chance aussi, là on n'était pas à l'international, attention, on est sur les dom-toms, mais j'ai eu la chance d'être tout récemment sur la Guadeloupe pour mettre en place des nouveaux parcours qui vont être juste magiques. Si vous cherchez des testeurs en Guadeloupe, on peut se proposer tous les quatre. Certainement que ça ne nous rebutera pas. J'ai vu Martin Fourcade sur les images. Oui. Il teste aussi les parcours. Oui, il les teste, il les pratique et j'espère qu'il a téléchargé l'appli On Piste, sinon il va se faire gronder. Bon, on lui demandera. En tout cas, ça demande effectivement d'être géolocalisé, d'avoir un GPS qui permet de suivre son Alors, évolution. Téléphone, on est sur un smartphone, une application que l'on retrouve sur Play Store ou Apple Store. Voilà, qu'on télécharge, qui permettent effectivement de se géolocaliser avec un guidage vocal si on le veut ou visuel. On retrouve tous les points d'intérêt autour du parcours, ces cotations de difficulté. Et l'idée, c'est aussi qu'avant de partir, on regarde sur le site. C'est quand même plus pratique pour choisir le parcours qui semble le plus adapté à sa pratique. On Piste présenté ici au Mountain Planet. Thibaut, les pratiquants, alors expérimentés ou pas, font de plus en plus appel à ces applications de guidage et on suit pratiquement une voie qui nous indique quand tourner, quand prendre le chemin, etc. Qu'en pensent les montagnards aguerris de cette assistance à la balade ? Eh ben moi, je m'en sers pas du tout, mais parce qu'en fait, je suis jamais trop été smartphone. Donc, nous, je sais qu'on a la FFCam, on aime bien quand même faire de la cartographie, on aime bien apprendre aux gens, on se sert d'un bout de papier. Après, on apprend aussi Iphigénie, on apprend à nos les adhérents des clubs un peu plein de choses, y compris les applications. Mais alors, en tout cas, moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut savoir s'en passer. C'est mon avis personnel. On est bien d'accord. Alors, pour rebondir et pour finir cette émission sur un petit clin d'œil, ça peut être utile de savoir lire une carte et de ne pas faire confiance à 100% au GPS ou aux applications. Regardez cette photo, c'est un peu le jeu Trouver Charlie. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD où il faut trouver un petit personnage dans un décor. Là, il y a un trailer qui se cache sur cette photo. Alors, on ne voit pas bien l'univers, mais on est sur des barres rocheuses de Chartreuse. On voit le sentier officiel de randonnée en dessous, mais effectivement, sur le sentier, il n'y a personne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette photo. Elle a été publiée il y a quelques jours par le PGHM de l'Isère, donc les secouristes en montagne, qui ont pris cette photo en intervenant en hélicoptère. Je vais vous donner la réponse en images où se cachait ce trailer sur cette photo prise donc, par les secouristes en montagne en Chartreuse. Voilà, regardez, le chemin il est en dessous. Et le trailer qui a suivi son GPS, il avait une application qui lui disait de prendre à tel endroit. Il n'est pas très loin du chemin, mais il est quand même pas... C'était pas un parcours en piste. Non, je pense pas que celui-là n'était pas homologué. Mais voilà, il s'est retrouvé coincé dans des centres de chamois, dans les barres rocheuses. Et il a dit aux secouristes qu'effectivement, il avait suivi la petite voie de sa montre ou de son GPS qui lui disait de prendre l'ascente à gauche plutôt que le sentier bien marqué. Donc voilà, il faut rester maître de son itinéraire et de sa connaissance quand on part en montagne, pas complètement débrancher le cerveau, ça peut servir. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci. Bonne continuation dans vos projets respectifs. Thibaut, on suivra les 56 3000 des écrins multipliés par le nombre de dénivelés. On va être sur quelque chose d'assez astronomique. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures avec d'autres invités sur le plateau de Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence.